bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 47. Salut Kev. Salut. Salut Olive. Salut. Comment tu vas Kevin? Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux, un peu plus en forme. Oh, légèrement, ouais. Légèrement. C'est bon, les 42 fièvres sont passés, 4 jours sans manger. Ça va. Oh la vache. Ça s'entend. À fond. On est sur la fin. Oui. Oh mon dieu. Et toi Olive? Bah moi j'ai récupéré la saloperie de Kev même si je l'ai pas vue. Du coup cette semaine c'était... Enfin là ce week-end, surtout hier, c'est moi, ça doit s'entendre à ma voix aussi un peu. J'ai fait un pic de fièvre bien vénère, donc on grelotte, malgré les doubles épaisseurs de couette et j'en passe. Donc c'était bien, mais on est là. Et toi, Vivien? Ben moi là ça va super. J'étais malade il y a 2 semaines. Il y a un peu moins d'une semaine, je me suis remis complètement de ma maladie. Je ne me mouche plus, j'ai toute ma voix, j'ai toute ma forme, je n'ai plus de fièvre, j'ai faim. Non, je vais très bien par rapport à vous deux. Comment va ton poignet, Vivien? J'ai une crampe au poignet, ouais. Pour la blague, en fait, j'arrêtais pas de le dire, mais j'ai une crampe au poignet. Et je sais pas si vous voyez ce que ça fait. On est dans un podcast. Ah bah oui. Mais je sais pas ce que vous voyez, ce que ça fait, une crampe au poignet, mais c'est très désagréable. Mais ça va passer avec le film d'aujourd'hui. Attends, mais on n'a pas d'intro claqué. Aucune vanne sur la branlette du coup? Personne? Fou, je suis fatigué moi. Non, on est devenus des grandes personnes. Mais c'est vrai, Honnêtement, tu vois. je pense pas que ce soit la branlette parce que bah. Non, ça fait mal en fait là. C'est pas... Quoi? C'est la branlette qui fait mal? Non, mon poignet il me fait mal, mais d'un coup là. Mais j'ai trop joué aux jeux vidéo récemment, ça je le sais. Et il faut que j'arrête un peu. Quoi d'autre? On a des intros pourries là à faire ou... Bah, elle est déjà très bien claquée, celle-ci. Je pense qu'elle est très claquée. Putain, Doudou, ta voix, elle est, mais Ouais. elle est, moi, elle me. Ouais, c'est vrai, elle est Vous très sexy ta voix. vous habituez pas, hein, parce que ma voix nasillarde, elle revient après, plus tard, la prochaine fois. Eh bien écoute, en attendant la prochaine fois, aujourd'hui on a un film dont on Ah va si, parler. je voulais dire, avec cette voix-là, je vais essayer de créer un album de chansons crooner. Et, donc voilà, Alléluia, mon premier single sera bientôt disponible. Faites entrer la musique et faites entrer la chanson. Olive, Oui. de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons suivre les aventures d'un égyptologue et d'un militaire qui partent à l'aventure au travers une porte des étoiles trouvée dans le désert, le tout saupoudré de dieux égyptiens extraterrestres et de tribus barbares. Bienvenue dans Stargate. Stargate, la porte des étoiles en français. Un film de Roland Emmerich sorti en 1994, tout public, avec Kurt Russell, James Spader, Jay Davidson, Viveca Linford, Alexis Cruz, Millie Avital et j'en passe. Quoi d'autre à dire dessus? Le budget. Le budget, voilà, 55 millions de dollars américains. Et il en a rapporté 196 millions. On part sur un petit x4. Oui, et remis dans le contexte de son époque, je pense que c'est un... De toute façon, C'est on très le sait, c'est un film qui a très bien fonctionné. Et fini 9ème au box-office français, ce qui est pas mal quand même. Hein. C'est bien. pas dégueu, ouais, c'est carrément pas dégueu. Et bien écoutez, on peut se lancer dedans, je crois. Allons-y. Kev, raconte-nous cette première scène. En 1928, à Gizeh, en Égypte, on voit l'arrivée d'une voiture avec dedans un mécène égyptologue, je pense, et sa fille, qui arrive sur un site de fouille. Donc là, un des personnages qui a l'air d'être le contremaître du chantier les appelle, leur dit qu'ils viennent de découvrir quelque chose. La petite fille, donc, qui est accompagnée de son père, va chercher un médaillon qui aura une importance future dans le film, je crois, je suis pas sûr. Je pense aussi. Voilà. Moi, chez moi, on appelle ça du vol. Hein, par contre. Un pillage, Ah, c'est du pillage. C'est son père qui paye tout, donc c'est pas vraiment du vol. C'est... Enfin, du pillage, on n'est pas très loin, Olive. Hein, quand même. Je sais. Et donc, il arrive... et là, on voit quelque chose allongé, un espèce de rond avec des symboles dessus. Et on va apprendre plus tard que c'est la Stargate. Enfin non, c'est pas vraiment la Stargate, c'est ce qui accompagne la Stargate. Et voilà, on m'a dit de faire court, j'ai fait court, fin de la première scène. On t'a dit de faire court? Non, je sais pas, j'avais envie de dire ça. Ok. Mais en effet, voilà, pas grand chose à dire. En même temps, elle est courte, hein, donc... Ouais, c'est vrai. On a une scène un peu très à la Indiana Jones. Dans le désert, mais en même temps, toutes les scènes dans le désert de fouilles archéologiques se ressemblent un peu. Ça m'a fait penser à la momie aussi, ouais.
Ouais, c'est vrai. Oui, Olive, un autre film encore. Jurassic Park aussi, quand il déterre un squelette énorme dans le désert. Bien Ouais. sûr. Voilà, donc là on a nos 3 films. Prometheus aussi, je Euh, trouve. Alors, Priscilla, Folle du désert aussi, je me souviens un peu. Parce qu'il y a une notion de désert dedans. Léa, Passion, Équitation aussi. Ah, à cause du désert, je Euh, pense. Ouais. Oui. les fabuleuses aventures d'Adèle aussi. Mais, Adèle Blanc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Laurence d'Arabie. Aussi, oui. Ouais, oui, alors c'est là vrai. on est un peu plus loin quand même. Hein. Oui, non, mais il y a cette. On est très dans Moi, le- je suis resté sur Mais oui, désert c'est- comme c'est thématique. du Oui, sable, c'est vrai c'est du que ça aurait C'est été vrai mieux. qu'à ce rythme-là, camping, hein, il y a du sable. Ça aurait été mieux Laurence d'Égyptie, mais bon, si tu veux. Mal à la gorge ou pas, Doudou est toujours là. Ah bah j'ai une semaine de retard, mais toutes les vannes que j'ai emmagasinées quand j'étais aux portes de la mort, il faut bien qu'elles sortent. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc on nous présente rapidement, enfin du moins on nous montre rapidement la découverte de ce qu'on devine être la Stargate, un gros rond, globalement c'est ça, avec des inscriptions dessus. Bah, c'est un donuts, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est un rond avec un trou à l'intérieur, c'est un donut, exactement, Olive. J'aurais aussi pu dire un bagels, mais personne connaît trop les bagels, donc donuts, ça parle Un à tout le monde. bagels. Parce que des donuts. Voilà, pas grand chose à dire sur cette scène, à part que le médaillon, on l'a compris, hein, il va avoir son importance. J'aimerais juste parler un peu, très, très rapidement. J'aime bien parce que je vous ai récité mon plan juste avant et là on dévie déjà. Au tout début du film, il y a un générique. Qui est très joli, qui rappelle un peu le générique de Batman, les très vieux Batman de Burton d'ailleurs. C'est un très très joli générique qui nous expose, on va dire, une statue, si je me trompe pas. Une statue de rat, Sûrement. sûrement. Enfin, du moins, une statue de pharaon. Et ouais, c'est un générique très joli et je trouve très moderne en fait. Dans sa. Enfin, je suppose que c'est de la 3D. Il est très long Je ne aussi. sais pas. Il Il dure, est très long. il oui, dure, tout à fait. 2 minutes 40, ouais. Mais rien que pour le générique, j'ai envie de dire, ce film est très sympa. Bah, c'est la caméra qui se balade en très gros plan sur. On sait pas encore ce que c'est, on comprend que c'est quelque chose Ouais. d'antique parce que c'est de la pierre sculptée. Et c'est quand la caméra se recule à la fin du générique où aura été présenté les créateurs du film, etc. Enfin, et j'en passe, qu'on verra la statue, en tout cas ce que la caméra filmait dans son entièreté. Et on comprendra que c'est un truc pharaonique. Donc je n'ai plus l'image en écran, et vu que j'ai vu le film il y a une semaine, je sais plus. Mais voilà, c'est ça. Globalement, c'est une sorte de pharaon. Et c'est très joli. Donc, on va arriver dans le film. Alors, très court résumé du film que je vais me permettre de faire. Ils ont trouvé un truc, ils vont l'allumer, ils vont voyager. Voilà. Ah oui, c'est Ah oui, c'est très court. c'est concis. Bah oui, en même temps, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Non, mais t'aurais pu le faire façon en gros presque. C'était trop long. Parce que je ne connais pas cette émission. Je la regarde pas. Mais apparemment, c'est très bien, allez voir. On va tomber rapidement sur Catherine qu'on a déjà rencontrée, hein, l'enfant qui vole des colliers, des pendentifs. Et on va rencontrer Daniel. Quelqu'un veut nous faire Daniel. Enfin, pas l'imiter, nous le faire. Enfin, nous le présenter. D'accord. Bah, Daniel, qui est interprété par James Spader, que moi j'adore. Je trouve cet acteur, il dégage un truc. Waouh! Qui a joué dans Boston Justice et plus récemment dans Blacklist. C'est Raymond Redmington. Mais bon, Tout à fait. soit que j'adore. Vraiment, en fait, cet acteur, il pue la classe. Mais là, c'est Excuse-moi, Oui. tu l'aimes bien cet acteur, non? Ouais, un petit peu. Mais juste ce qu'il faut. Hein. Ouais. Je suis pas une groupie, pas à ce point-là. Donc, Daniel Jackson, qui est docteur, enfin, on nous le présente comme tel, qui a l'air d'avoir des théories sur l'égyptologie qui sont pas acceptées de ses pairs. Parce qu'il m'étonnes. On pourrait presque dire que c'est un complotiste dans l'âme, avant l'heure. Un peu. Il lâche 2-3 trucs sur les théories des anciens astronautes, si vous les connaissez, elles sont fort intéressantes. Moi j'aime beaucoup, c'est des trucs qui me divertissent pas mal. Et là il fait la rencontre de Catherine, celle qui vole donc les colliers, et il est emmené dans un espèce de programme par rapport à la Stargate, et on comprend très vite que c'est quelqu'un de très intelligent, qui est aussi très sûr de lui. En fait, c'est l'archétype du très bon scientifique. Il a un ego, il se laisse pas faire, il comprend ce qu'il fait, et rien que pour ça, je trouve que ce personnage il est plutôt bien écrit.
Il arrive, il voit que les mecs ont fait une traduction qui est complètement claquée au sol. Il arrive, clac, clac, clac. En moins de 5 minutes, il te recadre tout ça. Il met 2 semaines à trouver, à comprendre le truc que les mecs, ça fait 2 ans qu'ils ont dessus, ils ont rien compris. Vraiment, ce personnage, moi je l'aime. Enfin, mis à part sa coupe de cheveux, mais ça c'est très années 90. C'est vrai que ce personnage est plutôt bien écrit. Alors pour remettre dans le contexte, Catherine vient à sa rencontre. On rappelle, Catherine c'est une enfant qui a 12-13 ans max. Et en fait c'est 70 ans plus tard qu'elle vient à sa rencontre pour l'amener justement dans cette base scientifique secrète des États-Unis. Parce que tout se passe aux États-Unis, comme d'habitude. C'est une espèce de bunker en fait. Ils vont dans un ancien silo à missile nucléaire, je crois. ou un truc comme ça. Ouais, voilà, il est emmené là-bas où il va pouvoir faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire traduire des trucs et comprendre des machins. C'est ça, c'est un linguiste et un professionnel de l'égyptologie. On a pas mal expliqué Daniel, on va expliquer un peu Jack, ce qu'il fait là. Olive, je te permets. Jack, toujours. Ah non, Jack. Kurt Russell. Ouais. Jonathan Jack O'Neill. C'est ça. Le colonel O'Neill. Eh ben, il est présenté au départ comme un colonel aux arrêts. Et c'est pas Dean Anderson. Et ce n'est pas MacGyver, parce que ce rôle sera interprété par MacGyver dans la série Stargate SG-1. Là, on comprend très vite que c'est un colonel qui est mis aux arrêts, qui est plus ou moins dépressif, puisque ça va être très rapidement expliqué. Il a perdu son fils qui jouait avec une arme à feu. On devinera, parce que c'est pas dit que c'était l'arme à feu de O'Neill, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Et donc son fils est mort. Et lui pense de plus en plus au suicide et il va être récupéré par l'armée parce qu'ils ont besoin d'un mec comme lui, parce que c'est le seul à pouvoir faire ce qu'il va faire. On ne sait pas trop quoi ou tout ça, hein, mais ouais, ils ont besoin de lui. Donc il est emmené dans cet ancien silo parce que il va y avoir... Enfin, à terme, ils veulent une mission commando et commandée avec une espèce de tête brûlée, finalement, on le comprendra assez tardivement. Et ils font appel à lui. Et aussi parce que ça devait être un bon colonel, j'imagine, un petit peu. Et cette coupe de cheveux, Kurt Russell, plus jamais. Ah ouais, plus jamais. C'est Guile dans Street Fighter, quoi. Ah mais c'est exactement ça. C'est vrai. Donc, le colonel O'Neill, qui est un personnage qui est d'abord montré un peu comme un personnage antipathique, arrêtez-moi si je me trompe. Non, il est un peu bourru, c'est un militaire, c'est ça. Hein, C'est ça, c'est le militaire contre les scientifiques un peu plus dans la recherche, et lui, il veut juste faire sa mission. Et ce que j'aime bien, moi, c'est comment il se définit lui-même. Tu sais, à un moment donné, je crois que c'est Jackson qui lui pose la question, qui lui dit mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Et il fait mon rôle, il intervient si jamais vous réussissez. En gros, c'est si jamais vous réussissez, qu'il y a des trucs où il faut se salir les mains, bah je suis là. Mais plus tard, il va s'adoucir. On va en parler un peu, mais ils vont rapidement rencontrer des populations indigènes et il va s'adoucir, je trouve, quand il va rencontrer certaines des personnes. Il va vivre en accéléré les 7 phases du deuil, en fait. Ça va aller très très vite pour lui. On va les suivre un peu pendant le film. Il va passer de tête brûlée à personnage paternel un peu de substitution, puis à héros de la rébellion, si on devait vraiment mettre des mots un peu sémantiques comme ça. Ouais, il fait une projection sur un gamin quoi, qui doit plus ou moins avoir le même âge que son fils. Enfin, je pense qu'il est un peu plus vieux que son fils quand même. Mais il fait une grosse projection là-dessus, et ce qui lui permet d'évoluer, que son personnage évolue, quoi. Alors, j'aimerais parler des personnages qu'on va rencontrer après la Stargate, mais peut-être faire du coup commencer à ce moment-là le résumé un peu de ce qui va se passer. Je vais me permettre de commencer et n'hésitez pas à m'interrompre si j'oublie des détails. Mais en gros, c'est l'histoire de Daniel qui va réussir à rallumer la Stargate. La Stargate, c'est une porte extra-dimensionnelle, enfin bref, ça permet de voyager très vite comme Doctor Who dans l'espace et entre les galaxies. Alors moi déjà j'ai des trucs à dire, vu que tu as dit qu'on pouvait t'interrompre, etc. Parce que toute cette scène-là où il arrive à l'ancien silo, donc récupéré par l'armée, et que, comme a dit Kevin au début, quand Daniel va reprendre la traduction d'un scientifique qui travaille sur une traduction sur des vieux hiéroglyphes en fait, et d'ailleurs c'est même pas des hiéroglyphes, c'est antérieur à ça. Et Daniel arrive, il fait bah alors mais ça c'est pas ça que ça veut dire. Enfin, il arrive à corriger ça en à peu près 2 minutes 30. On se rend compte à quel point le traducteur officiel choisi par l'armée a une tête de bonnet. Kevin. Il a joué dans Scrubs. Voilà. I'm no Superman. Ce n'était absolument pas préparé. Daniel arrive, il trouve toutes les traductions et après on va être confronté pour la première fois à la Stargate. C'est-à-dire pas la dalle en pierre où il y avait tous ces hiéroglyphes mystérieux, mais vraiment la porte des étoiles dans un acier
inconnu. Et ça m'a fait me poser 2 questions. Et normalement, c'est Kevin qui se pose des questions. Mais là, c'est moi. 1. À quoi allaient brancher leur Stargate exactement dans le silo? À de l'énergie cosmique. 2. Ils ne savent pas à quoi ça sert, les militaires. On sait pas trop ce que c'est que ce truc-là. On sait que c'est sûrement pas terrien à la base, mais on sait pas trop ce que c'est, vu que personne n'avait complètement traduit. On sait pas que c'est une porte des étoiles qui va te faire voyager à l'autre bout de l'univers. On est bien d'accord. Mais quand même, quand ils l'activent et qu'elle s'allume vraiment et que la porte s'ouvre, tu vois tout de suite qu'ils ont un panneau en verre dans la salle de contrôle qui représente donc l'univers. Et il y a une espèce de loupe avec un pointeur du coup qui va se déplacer du point d'entrée au point de sortie. Et c'est ça qui va leur faire comprendre que le point de sortie est à l'autre bout de l'univers, ce qui est quand même très 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 grand. Comment ça fonctionne? Ils le savaient déjà du coup? Mais c'est un GPS du futur quand même, parce que il arrive à exactement là où... Enfin, ils ont un truc super précis. C'est, Non, mais c'est les tom-toms américains, c'est un peu différent des nôtres. Déjà, la galaxie, c'est grand. Mais alors là, l'univers... Alors je sais que c'est un abus de langage quand ils disent c'est à l'autre bout de l'univers, etc. Mais j'ai trouvé ça assez marrant. Abus de langage, oui et non, parce que le mec, enfin, ils envoient la sonde, elle est même plus dans la même galaxie. Elle est plus dans la Voie lactée, elle est dans la galaxie de Malak ou un truc comme ça. Donc vraiment, on peut vraiment dire qu'ils sont à l'autre bout de l'univers. Oui, mais c'est juste comment exactement ça fonctionne. Et troisième question, justement, en parlant de fonctionnement, comment fonctionne cette porte des étoiles? On a compris qu'il y avait un mot de passe qui l'activait. En fait, tu rentres des hiéroglyphes et du coup, ça active la porte. Mais comment? Faut imaginer la porte comme donc, un énorme donut avec plein de symboles et des chevrons. Et tu mets tel symbole dans tel chevron, le chevron s'enclenche sur le symbole et après, c'est comme une roue crantée, ça va se déplacer et tu vas mettre un autre chevron, etc. Comment ça fonctionne? Mais en fait, tu rentres des coordonnées. Mais non, mais je crois qu'il parle physiquement, comment ça tourne si les chevrons sont enclenchés. Mais non, c'est mais en ça. fait, non, mais ça les enclenche pas vraiment. C'est la roue va tourner, le chevron va s'enclencher, il va faire donc il va Ça imprégner sauvegarde le la truc. donnée, voilà, voilà, ça c'est- sauvegarde et ensuite il se retire et tout le reste continue à tourner. En fait, c'est Comme un coffre-fort, on rentre le genre, on tourne dans Voilà. le sens, on est- C'est d'accord. ça. exactement, c'est un peu Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. un Star Coffre-Fort Gate. Ouais, voilà, exactement. T'as répondu Le à une Gate. question que je m'étais posée déjà au cinéma en 94. Merci beaucoup. C'est waouh. Bon, ça répond pas à cette histoire de GPS du futur là, mais c'est bon. Ouais, enfin, moi, si je peux poser deux questions en complément d'Étienne, Olivier, c'est... Qui, Étienne c'est le personnage qui a ma voix d'aujourd'hui. Ouais, c'est pas un nom super classe. Mais ils envoient une sonde. Enfin, un robot qui a l'air d'avoir du mal à rouler déjà. Mais de ouf. Le robot, Ouais. il part. Il rentre dans l'espèce de... dans la porte, dans le fluide. Et voilà, il arrive. Ils arrivent à recevoir des données donc de ce truc-là. Alors comment? Les ondes C'est Wi-Fi, impossible. infrarouge, j'avais pas... mais bon, ça, c'est pas grave. Le seul truc qu'il prend en photo, c'est la porte. Ils ont aucune information sur ce qu'il y a, où il est arrivé. Ils ont juste des photos de la porte par laquelle il est passé. Pourtant, la caméra, elle est droit devant. Mais bon, ça encore, voilà. Moi, la vraie question, c'est, une fois qu'ils sont là-bas, de l'autre côté de la porte, Oui. on a vu que pour organiser, ils ont tout un matos compliqué, tout machin. On voit rien dans l'autre monde pour rentrer des coordonnées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comment ils font pour revenir? Ah d'accord, oui, tu veux dire que du côté militaire, Voilà, du humain, etc., côté... ils ont un voilà. fatras informatique, Ouais, électronique, ouais. etc. C'est avec ça. plein de diodes partout, parce que c'était l'époque des Exactement. diodes. Et de l'autre côté, il n'y a rien à part de la Terre cuite et une Stargate, quoi. Voilà, c'est ça. Alors ça dans la série, il y aura des trucs, on verra des consoles où les mecs ont juste à appuyer sur des trucs. Mais là, il n'y a pas tout ça. C'est en gros, moi, l'impression que ça me donne, c'est s'ils veulent retourner sur Terre, il faut que les mecs sur Terre ouvrent. Mais les mecs sur Terre vont pas ouvrir. Parce qu'ils partent du principe que si les mecs reviennent pas, c'est qu'il y a un danger. Oui, je suis d'accord avec, je comprends aussi. Mais je pense que toutes ces questions qu'on est en train de se poser, le film ne veut pas que tu te les poses, parce que le film veut aller à l'essentiel. Il y a Oui, une Stargate, bien sûr. tac. C'est ça. Non mais ça, c'est comme souvent où on extrapole des questions, où on se pose, on se dit, tiens, comment ça fonctionne sûr. ça? Bien sûr, mais là, je trouve ça un peu dommage. Ça ne fait pas sortir complètement du film. Mais à la fin, je me dis juste, comment ils font pour rentrer en fait?
Et c'est peut-être pour ça que dans la série, c'est pas les mêmes personnages, mais c'est des homonymes. Ça veut dire qu'ils ont Pardon, des quoi? des homonymes. Oui, parce que des homonymes, c'est bizarre. Oui, mais je vois pas de quoi vous parlez. Il y a eu un bug de réseau. Le fameux. Bon, on s'est posé pas mal de questions. C'est des questions qu'en effet on n'aura pas de réponse parce que, bah, comme a dit Olive, c'est des questions que le film ne veut pas que tu te poses. C'est un film en fait qui est vraiment, tu te poses devant et tu regardes et tu te poses pas 36 000 questions parce que, bah, derrière, parce que au final, ça vaut le coup d'avoir une réponse. C'est un peu fantastique. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. La suite du film. Je continue et vous m'arrêtez si vous voulez faire des détails. L'équipe Oh de la vache. militaires avec Daniel. Oui. Ça va être compliqué de t'interrompre, on n'entend rien. Ah ouais, excuse-nous, hein, mais on met vraiment Ah. tout ce que Ça fait bruit robotique, ça fait... Alors, je suis désolé, je pourrais même pas te dire on reprend là, on fait ci, on fait ça, je sais pas, mais... Je disais juste que je reprenais l'histoire et que vous m'interrompiez si vous Ouais, si vous c'est vouliez pareil, ajouter c'est pire même. C'est... Waouh. Attendez, je vais poser mon téléphone au point G de la connexion. Alors, je disais, Ah, c'est mieux déjà. C'est beaucoup mieux. je l'ai posé au point G de ma connexion de mon appart. Au point G, très bien. Qu'est-ce que je disais, putain. Oui, je vais continuer l'histoire, vous m'interrompez si j'oublie quelque chose, si vous voulez ajouter un petit commentaire. Et ça va aller vite, attention. Une équipe de commando va être dépêchée. Fin de commando moins quart quand même. Hein. Moi, je suis désolé là-dessus aussi. Hein. Moi, cette équipe-là, c'est pas les meilleurs de la crème de l'US Navy et de l'US Air Force. Hein. J'ai l'impression de voir Patrick Chirac au camping. Hein. Les mecs, t'as vu ou pas? Quand ils arrivent, et, ils sortent du temple égyptien. Ils font, vas-y les gars, ils sont tous l'arme à la hanche. Donc je te dis pas, tu vises que dalle avec ça. Et tu sais, ils font, y a rien, on peut y aller, colonel. T'as l'impression que leur préoccupation principale, c'est est-ce qu'on a pris de l'écran total C'est et ça. où est-ce qu'on va mettre la tente et dans la tente et où est le soleil à ce moment-là, histoire de profiter un petit peu hein, aussi. On est des militaires, oui, mais hein. on a envie d'être beau et de revenir le teint râlé. C'est ça. Vraiment, ouais. Après, je pense que c'est fait exprès parce qu'on les humanise bien plus tard dans le film. Mais quand ils sont sortis avec leur tenue là, en plus ils sont habillés en noir et tout. Tu dis mais non, habillés en camo un petit peu, faites semblant. Ouais, mais ils savaient pas quel camo prendre du coup, parce qu'ils savaient pas où ils allaient. Bah tu t'en fous, tu prends un camo standard. Là, mais moi quand ils arrivent et tu sais l'autre avec l'arme à la hanche et ils arrivent, allez vas-y, on y va. Ouais. C'est vraiment, tu sais, dans les années 90 on a des militaires, c'est ça. Bon c'était tout, tu peux continuer Vivien, désolé. Ok. Mais oui, c'est vrai que ils sont un peu ridicules. Donc, nos commandos vont être accompagnés par Daniel parce qu'il faut quelqu'un pour ouvrir la porte de l'autre côté. Et après un petit débat, c'est Daniel qui va s'y coller. Ils vont donc passer dans la porte, tout va bien se passer. Une fois qu'ils sont de l'autre côté, Daniel se rend compte que on est dans un désert, qu'on était dans un... Alors, je n'ai pas trop compris, mais ils sont dans l'avant-entrée d'une pyramide. Enfin, c'est un peu spécial. Pour l'instant, le moyen de retourner dans leur monde, c'est de déchiffrer la langue. Sauf que il y a aucune indication et Daniel il est là en mode les gars, je peux pas vous ramener. Et du coup les commandos ils sont pas très contents. Mais lui Bref, il est on va skipper vraiment en tout. colonie de vacances Daniel. Hein. Ah oui, Ah oui, lui oui. il s'amuse. Il est dans le sable, il fait chaud, il est bien. Non, mais Daniel, on est d'accord qu'il gravite dans le système Daniel. Je veux dire, il est un peu éloigné de tout ça. Lui, il était content de partir parce que Oui. c'est Il est l'aventure. un peu autiste. Hein. Mais non, pas spécialement, mais c'est un scientifique. Ils ont besoin d'envoyer un scientifique de l'autre côté, mais à aucun moment le scientifique il a dit peut-être ça va me prendre 3 mois pour comprendre comment réouvrir Non de mais l'autre côté. je comprends ce que tu veux dire par autiste, genre il est dans son monde en fait. C'est ça, il Ouais. est dans les étoiles. Exactement. C'est beau ce que tu dis. Près Vivien. des étoiles. C'est- Et moi j'aime beaucoup aussi la phase Lego où le colonel construit une bombe. Contextualisation. Contextualisation. Quand ils ont passé la porte des étoiles depuis le silo, depuis la base militaire, La les commandos Stargate. quand ils Pardon. ont passé la Stargate. Voilà. Donc, ils
ils avaient un caddie avec eux. Et dans le caddie, il y avait 2-3 affaires, évidemment. Et O'Neill avait un ordre précis, c'était de tout faire péter, en gros. Donc il va réassembler une bombe du futur, mais vue par les gens de 1994. Donc toute chromée, avec plein de trucs super high-tech, mais en fait non. Et c'est vraiment, c'est long ce passage où ces hommes C'est très sortent long. pour explorer un petit peu le désert, hein, du coup, et installer le campement. Et lui reste à côté de la porte de sortie, donc de là où ils sont arrivés, pour réarmer, remonter, remonter, remonter cette bombe. C'est long, Ah mais c'est un tuto comment monter la bombe chez soi. c'est ça. Et c'était un peu long et surtout un peu drôle. Et puis surtout ça sert à rien parce que la bombe ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Où en étais-je? Oui, Daniel va faire la rencontre avec un Un chameau de l'espace. mammouth, hippopotame de l'espace du désert. Le croisement Ou du désert de l'espace, impromptu comme entre vous un voulez. chameau et un yak, à peu près. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. dégueulasse. Ouais, un peu. Mais c'est mignon. Il va se faire embarquer par ce chameau parce qu'il il est un peu tête en l'air et un peu con. Et il va se faire suivre par Colonel O'Neill et 2 soldats full lunettes noires jusque là où en fait ils vont rencontrer les indigènes de la planète. Vraiment, c'est un monstre de Star Wars, tu sais, le truc. Complètement. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est parce que c'est un animatronique, du coup ça fait beaucoup penser aux bestioles dans le désert de neige dans Star Wars épisode 2. N'empêche, dans Stargate, là, Jackson, quand il se fait tirer par le yak, il doit prendre tarif. Hein. Donc c'est un cliché du cinéma, hein, qui est utilisé, c'est-à-dire il s'approche du yak, je sais plus trop ce qui se passe, il comprend qu'il est domestiqué parce que le yak a une selle et un mort dans la bouche. Et malencontreusement, il y avait une mort corde. dans la bouche. Oui, un mort dans la bouche. Et Mort. un Mais tu mort veux dire genre il est décédé genre? de décès. Et il y avait une cordelette qui traînait au pied du yak. Le yak va flipper, partir en courant. Évidemment, le pied de Jackson était au pied de la cordelette qui avait déjà fait un nœud coulant. Et ah là là. Et donc, il va se faire traîner sur plusieurs centaines de mètres dans les dunes du désert. Mais ça va. Voilà, et se faire traîner dans du sable à cette vitesse-là, moi j'appelle ça poncer. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. En plus, tu vois qu'il y a des. Tu sais, voilà, le sable. Enfin, le désert, c'est pas plan. Donc, tu vois qu'il fait des sauts et il doit avoir le dos éclaté. Enfin, ce qu'il en reste, quoi. Mais bon, Ça va. c'est Daniel Jackson, c'est James Spader, donc ça va. Donc, Daniel Jackson ainsi que 3 compères militaires vont arriver au peuple indigène, sauf que, badaboum, ils parlent pas la même langue. Donc le film va en gros commencer son deuxième axe. Comment qu'on fait quand on comprend pas la même langue? On échange des barres chocolatées. Et de la bouffe. Et c'est là que j'ai envie de vous parler d'un autre film qui utilise très bien ça comme deuxième acte, le non-comprenage des langues, qui s'appelle... La non-compréhension des langues, oui. Qui s'appelle La langue pour les nuls. qui s'appelle Arrival, ou Premier Contact de Denis Villeneuve. Quel bon film. Alors c'est un peu plus différent, parce que... ça n'a oui, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que Si, il y a des extraterrestres, arrêtez un peu. Oui, mais là, c'est même pas des extraterrestres, c'est des anciens humains. Bah, le yak, c'est un extraterrestre. Oui, c'est vrai. Mais voilà, les 2 films, je trouve, utilisent assez brillamment l'idée de l'incompréhension et d'échange de langue. C'est vrai. Enfin, en tout cas, dans The Arrival, c'est toute la thématique du film tourne autour de ça. Oui. C'est vrai que c'était très très bien fait. Ah, et Voilà, c'est moi, super bien fait. Premier Contact est vraiment un masterclass. Hein. Voilà, c'est une occasion de vous proposer un film. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est très sympa. En plus, on a parlé de Denis Villeneuve très récemment, donc voilà. Donc, les indigènes, ils vont commencer à essayer de parler, entretenir des relations. Le chef indigène va donner le corps de sa fille à Daniel Jackson. Ouais, mais pourquoi? À cause du médaillon Ou grâce? Voilà. que Katharina lui avait elle-même passé avant qu'il fasse le grand saut au travers de D'où la tu Stargate. sors ce prénom? Katharina, son prénom c'est Catherine. Ouais, mais ça fait plus stylé Katharina quand même. Katharina Dessé. Mais oui, en effet, le petit Daniel Jackson avec son médaillon est pris pour le dieu, Ra. voilà, le dieu Ra. Et ce n'est pas une souris, c'est un soleil. Cette phrase n'a pas de sens. Bref, il est pris pour le dieu Ra, et donc voilà, il va se voir offrir le corps d'une jeune fille qu'il va refuser en tant que gentleman. La seule paille, la seule pas typée du désert, quoi.
Ah oui, non, clairement, clairement, elle est pas du tout. Faut comprendre que les tribus barbares, enfin, je vais appeler les tribus, non, les tribus, enfin les locaux, on sent que ils sont pas développés comme nous, enfin, le moment contemporain où se passe le film, en tout cas sur la Terre. Et ils sont typés un peu arabes, je dirais. Enfin, Oui, mais ça, Bah, pour le coup, ça c'est très bien parce qu'ils sont. Oui. On a vraiment l'impression que ce sont des Égyptiens, enfin des steppes d'Afrique du Nord. Je sais pas où j'allais avec ça. Je sais pas où tu allais, mais Mais voilà. voilà. On bugué sur Ouais. Afrique du Nord. Quoi. Non, mais vraiment, on se dit. Tu sais, c'est pas des blancs grimés. C'est vraiment des. Enfin, ces populations-là. Sauf la fille du, du chef. Bah, l'actrice est blanche comme un cul, hein, de toute façon. De toute façon. Waouh. Donc, c'est grâce à ça qu'on va commencer à voir apparaître un échange de langage entre donc Shaori, la fille, et Daniel. Ce qui va se passer, c'est que Daniel va rapidement comprendre que, en fait, on n'a pas le droit d'écrire dans ce monde, parce que dès qu'il écrit quelque chose, bah, tout le monde se met à paniquer, à crier, à effacer. dans le sable, hein. Le plus souvent, il essaie de dessiner dans le sable et à chaque fois, on lui fait comprendre que non, bah, Voilà, ce que tu vas c'est faire, c'est que tu vas effacer ce petit dessin. Et Shaori va donc l'amener à un endroit où il y a des écritures, tout ça, ils vont essayer de comprendre un petit peu, et Daniel va se rendre compte que la langue que parlent les, j'allais dire Fremen, mais c'est pas des... Ah bah Dune de Denis Villeneuve aussi, ou de David Lynch, ça se passe dans le désert, mais c'est pas du sable, c'est des épices. Parle l'ancien égyptien. Et puis c'est déjà passé 1 heure de film, quoi. Ah Avant ouais. J'ai le film là et ça fait 1 heure quand ils arrivent dans Facile. l'espèce de grotte où elle lui montre. Et lui, c'est là où il comprend. Enfin, il se met à déchiffrer. Et ouais, il se passe que. Alors après, ça, j'ai aucune connaissance moi, en linguistique égyptienne. Hein. Après, vous me direz si je me trompe, hein, il est possible. Et il dit qu'une fois qu'on comprend les voyelles, ça va beaucoup plus facile. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Sauf que voilà, il les comprend les voyelles parce qu'après il parle tranquille, easy, le mec, hein, parce que c'est Jackson. Et puis à un moment donné, il faut faire avancer le récit. Mais voilà, en fait, oui, c'est de l'ancien égyptien. C'est de l'égyptien il y a très très longtemps. C'est ça. Il y a 10 000 ans. On va faire un gros flash forward. En fait, pas si gros que ça. Ah si, peut-être parler avant d'entrer dans le reste du film. On avait parlé rapidement de tout à l'heure que O'Neill, le colonel, allait s'attendrir un peu pour un garçon. On va avoir le droit à une petite scène vite fait émouvante et ensuite il va crier parce qu'il va prendre une arme et c'est là qu'on comprend qu'il n'aime pas les armes dans les mains des enfants. Ce qui va revenir d'ailleurs une autre fois dans le film lors de la rébellion. On va comprendre aussi, juste avant de parler de la grosse pyramide, que tout simplement ce qui se passe sur cette planète, ça s'est passé aussi sur Terre, sauf que sur Terre, il y a eu une rébellion, et que cette rébellion a détruit tout simplement le règne tyrannique de Ra. Ra. Que sur cette planète, on Ra, comprend que, ra, faut ra, que ra. ça se passe Pardon. comme ça pour se libérer de leur chaîne. Merci Kevin. Avec Fuck, qui plaisir. t'est arrivé? Je sais pas, j'avais envie de le faire tout à l'heure. Mais... En tout cas, la grosse pyramide va s'emboîter sur la petite. Alors, c'est une pyramide volante parce que là, elle est. Dit comme ça, c'est vraiment très étrange. Après, on va encore dire, ouais, il est bizarre ce montage quand même, parce que t'es littéralement passé d'un truc à l'autre, hein, du coq à l'âne. Faut comprendre que en parallèle de ce qui se passe dans la tribu, une pyramide volante arrive dans le ciel et va venir s'emboîter sur la pyramide réelle, Voilà, qui est une là copie où sont arrivés de la pyramide de Gizeh. militaires. Elle va s'emboîter comme un Enfin, chapeau. une des pyramides de Gizeh. Exactement. Et là, on sent les embrouilles arriver. Étrangement, quand t'as un vaisseau spatial énorme qui arrive, tu sens. Alors que les autres ils bouffent avec leurs mains et qu'ils pissent même pas dans des bocaux, et que tu vois qu'il y a une pyramide, enfin il y a un truc volant, tu dis, il y a un rapport de force qui est un peu inégal. En tout cas, on va vite arriver sur les méchants, dont Ra et ses sbires Anubis. Quelqu'un pour nous parler de Ra et ses sbires Anubis? Ra 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 ra. À un moment donné, il faut finir. C'est Rasputin. Hein. Il faut pas que Non, parce que ça c'est vraiment du Lady Gaga, mais bon c'est pas grave. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. Ra, Rasputin. Voilà, c'est ça. Moi, Oui, j'avais c'est en pas tête. du tout le même air, mais bon c'est pas grave.
Tu chantes mal. Mais après, c'est incroyable. Non, c'est Poker Face. J'écoute pas Ga. Mais dans tous les cas, tu dis Anubis, mais ils ont tous des noms différents. Il y en a un qui s'appelle Anubis, l'autre s'appelle Horus. C'est parce que en fait la tête de loup c'est Anubis. Ils et se sont ont pas tous fait une chier tête quand de même. loup. Ils ont pris des personnages quand même. Et Horus, intéressants, hein. c'est Ji-Moon Unsu, que j'adore cet acteur aussi, Oui. qui joue dans Blue Diamond. Sinon, Ra, c'est un éphèbe, c'est un beau jeune homme entouré d'enfants. Oui. Oui, mais c'est un enfant un peu lui aussi en soi. hein. Oui, Oui, Enfin, c'est il est un dans le enfant. corps d'un enfant en tout cas. Et que des enfants, Inquiétez pas, des cette petits phrase. garçons. Et il est entouré donc de 3 hommes de main. Enfin, on n'en voit que 3, arrêtez-moi si je crois que c'est Non, ça, mais hein, je pense 3. qu'il y en a un peu plus, je pense qu'on a 7. Mais après, au niveau budget effets spéciaux, fallait limiter les. Faut comprendre que c'est des humains avec un masque, un énorme masque qui Et en représente- jupe. enfin, et en jupette, ouais. Un masque comme le masque d'Anubis, par exemple, donc un humain à tête de loup, etc. Et tout le budget effets spéciaux passe là, puisque en appuyant sur un petit bouton pas du tout bien caché sur le côté du casque, le casque se replie entièrement sur lui-même pour ne se cacher dans une collerette autour du cou, quoi, et laisser apparaître le visage humain. Et je trouve ça Je trouve que super c'est- bien fait. Ouais, et je trouve Oui. que ces masques en eux-mêmes, quand ils sont dépliés, c'est très bionique, c'est très robotique. Ah J'adore oui, ça. oui, mais ça faisait Mais- partie c'était un des money shots de la bande-annonce de Stargate. à Mais l'époque. après, j'ai l'impression que les yeux du masque, ils sont pas au même niveau que les yeux de l'humain. Ouais, mais c'est comme Iron Man, il y a un écran, je pense. Ah d'accord. On ne le sort... Non, parce que là, t'as vraiment l'impression qu'il voit au travers le cou de son masque, en fait. Hein. Les masques sont très disproportionnés, en fait, très imposants par rapport au corps. Et sinon, Ra, c'est pas une personne sympathique, alors que son visage est d'ange. Il a vraiment un visage angélique. Oui. On va très vite comprendre que lui, ce qu'il veut, c'est des tribus qui lui obéissent pour récupérer de la matière première sur la planète où ils sont. Parce que Ra n'est pas un humain. Non, c'est un humain qui a été parasité. C'est un alien. C'est un extraterrestre dégueulasse. Le genre de truc tout vert, tout gris, avec des grands yeux. Ouais, voilà, c'est l'extraterrestre de base, on va dire. T'imagines les extraterrestres qui nous écoutent? Genre ils se disent genre de base. T'as vu comment on les Ouais, insulte? bah ouais, mais je m'en fous. Moi je moi. dis on devrait soutenir les races extraterrestres. Wow, elle est sortie de son contexte, cette phrase, elle est ultra bizarre. Donc moi je dirais rien. Moi non plus. Et voilà, donc Ra, c'est un extraterrestre c'est des espèces de parasites en fait, qui a parasité le corps d'un jeune homme pour garder la vie éternelle, hein, dans l'idée. C'est ça. Et que c'est la tête du générique. Exactement, le masque qu'on suivait, que la caméra suivait de très très près au générique, était en fait le masque de Ra, de l'entité Ra. Et Ra revient sur cette planète, pourquoi? Parce que la porte des étoiles a été réactivée, et du coup lui il devait se balader dans sa pyramide volante quelque part dans l'espace en train de faire des trucs de Ra, tu sais. Il se baladait comme ça. Passer dans le métro, aller dans l'eau, passer Bouffer dans du la rue, gruyère. bouffer du Ah, gruyère. Et d'un seul coup, petit message, genre tiens, on a réactivé la porte des étoiles. Et il s'est dit, j'espère qu'il ne fourmente pas une révolution. Et il est revenu Ces petits sur la bâtards. planète où en plus, maintenant, il y a les militaires, pour voir ce qui se passe, prendre la température, voir si son peuple va bien, des trucs de Dieu, plutôt. C'est ça, du coup Clément. il va envoyer des avions et des missiles pour détruire son peuple. C'est ça. Donc des vaisseaux sortent de la pyramide et commencent à bombarder juste par précaution le camp de la tribu, qui sont en fait esclaves, hein, tout simplement. Juste pour dire, voilà, on est de retour, salut les copains, j'espère que vous allez bien, bisous. Voilà. Ce qui ne va pas plaire du tout aux militaires, ceci étant. Non, parce que les militaires, ils aiment que quand c'est eux qui bombardent, pas les autres. Exactement. Donc bah voilà, on a Ra, on a nos méchants, on a nos gentils, on a notre Jack, enfin O'Neill, on a nos tribus indigènes, et on a notre histoire. Tout ça, ça va être bien sûr saupoudré d'une histoire de rébellion indigène contre le méchant tyran esclavagiste. Le Tira, du coup. Ah, parce qu'il du coup c'est une souris, c'est un tyra. C'est un petit rat. Ah, c'est un Tira. Eh, c'est pas un tyrannosaure. Hein. Non, excusez-moi. C'est un peu Tira par les cheveux, hein, Capillotracté. C'est très capillotracté, caspirotracté, mes gens. Caspirotracté même. On enchaîne. enchaînera. C'est vraiment un ramassis d'ineptie. Depuis tout à l'heure, hein, complètement. Ah, Vraiment, mais- sans vouloir faire mon rabat-joie. Bah, finis ta phrase. C'est tout. J'avais rien d'autre à te dire. Juste parce que. La phrase est ratée. Ouais, d'ailleurs, faut que je pense à ranger mon râteau qui est resté dans le jardin. Moi, ça me rate les couilles. Ça ratisse large. Hein. Oh.
Vous connaissez ce film, Rabbi Jacob? Ouais, moi j'aime bien. Bon, allez, on y va. Donc voilà, on a compris un peu l'histoire du film. On va raconter la fin, comme ça on va pouvoir passer. Pardon. C'est ce que j'ai dit raconter. Attends, je me racle la gorge. Jusqu'à la fin. Alors là. Ah là 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 là. Ah là 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 là, ah là 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 là, tout. Pardon, excusez-moi. Il est très musical, Kevin. La fin du film, qu'est-ce qui se passe? Kev? Donc O'Neill, il a un plan à la base. Enfin, le plan de sa hiérarchie lui a dit que lui, il doit faire péter la bombe si jamais il y a une menace. Une fois n'est pas coutume, il y a une menace. Donc il décide d'aller avec Jackson pour voir si la bombe est toujours là. Ah, juste avant, il avait changé d'avis. Lui, il s'était dit moi, je reste pour tout faire péter. Toi, Jackson, tu détruis la Stargate de notre côté sur la Terre parce que bon, on sait pas ce qui peut arriver. Tac, il n'y a plus la bombe. Bagarre contre des méchants. Gagnage de O'Neill. Tout en même temps, il y a des bombardements, des vaisseaux sur la rébellion. On peut dire un peu que dans ces vaisseaux, c'est des Stormtroopers, parce que putain que ça vise mal. Ah, non, ça ne fait que ça. La vache. Et puis il n'y a que 2 vaisseaux. Moi, c'est un truc qui m'a rendu ouf aussi. C'est que tu vois la taille du vaisseau, de la pyramide vaisseau, t'as l'impression qu'ils sont que 8 dedans. En même temps, elle est toute creuse. Oui, mais non, mais tu sais, C'est que des parois. t'as l'impression qu'ils sont 8 en comptant Ra et tous ses esclaves. Tu te dis putain, il n'y a pas grand monde. Bon, après, question de budget, ça. Et donc là, bagarre. Le mec, Ra, décide de partir avec son vaisseau spatial. Tac. Ils envoient, grâce à un téléporteur, la bombe Depuis la pyramide. depuis la pyramide dans l'autre pyramide creuse, dans l'espace. Dans le vaisseau. Hera se prend sa raclée. Oui, on peut dire ça. Il raccroche, quoi. Il en a marre. Oui, c'est vrai aussi. Et ça fait rabadaboum. Enfin, il n'y a pas de bruit dans l'espace. mais J'aime bien comment tu racontes cette histoire. mais moi, c'est un truc pareil. Excusez-moi, ma voix me déconne. Il y a une explosion de ouf. Il y a plus rien après. Ça a été désintégré. Bah, ça veut dire C'est que vrai. déjà, O'Neill, il avait bien assemblé sa bombe. Oui, Il déjà. avait bien bossé. Puis c'était une bombe de bâtard quand même. Hein. De ouf. Et donc là, les humains ont gagné face aux dieux. Enfin, aux faux dieux. Et enfin, tout le monde est content. Freeze frame. Et voilà. Et voilà, Daniel au final va rester sur la planète pendant que les militaires restants vont s'en aller, retourner sur Terre. Exactement, c'est la fin. Alors, on a parlé un peu des effets spéciaux, on va pouvoir y revenir un petit peu. Je me souviens, quand on avait proposé le film, que Olive, tu avais dit que tu avais peur que ça ait vieilli. Ben du coup, C'est le cas. Ça a vieilli. Mais ça. On lui pardonne en fait parce qu'on le remet dans son époque. Il n'y a pas non plus des effets visuels spectaculaires de fou. Le passage, à la limite, le passage entre la Stargate quand ils sont au début dans la base militaire et qui va les propulser à l'autre bout de l'univers, c'est vraiment un grand 8. Hein. C'est beaucoup c'est d'images. le générique de d'images très Doctor Who. Hein. et ça m'avait beaucoup impressionné au cinéma à l'époque. Et là, pareil, enfin voilà, il y a 2-3 incrustations qui, oui, bon, d'accord, ça n'a pas super bien vieilli, mais l'intérêt n'est pas spécialement là, en fait. Même le coup des casques qui se rétractent pour les hommes de main et Ra lui-même, tu sens que c'est un peu poussif, la CGI, elle est ça se voit, quoi, mais on lui pardonne parce que le fond n'est pas là, et le propos du film reste sympa, et on le remet facilement dans son époque. Donc oui, ça a vieilli, mais c'est tout à fait regardable. Kev, un avis similaire peut-être ou différentiel? Non, oui, mais comme tu dis, Olivier, c'est. Il y a des trucs qui ont très vieilli, je trouve. Les avions, tu sais, quand ils volent, quand ils tirent, tu sens Oui. que c'est très possible parce que c'est censé aller vite. Et là, tu sens que les effets spéciaux, ils galèrent un peu. Mais les casques, tout ça, je trouve que c'est très bien même. Enfin, si, les 2 trucs qui ont très mal vieilli pour moi, c'est les vaisseaux qui volent là et l'explosion de fin dans l'espace où tu sens que voilà. Mais on lui pardonne parce que on comprend que c'est un film des années 90. Il suffit de voir quand ils sont dans la base avec toutes les diodes, tous les trucs, quand le... Ah, c'est sûr, ils n'ont pas été radins en diode. Oui, ça c'est vrai. Non, il y en a eu un paquet. Mais j'avais
plus peur que ça, mais c'est pas sur les effets spéciaux que moi j'ai senti que le film avait vieilli surtout. Oui, c'est sur quoi, vas-y. Moi, Enchaîne. c'est sur Transition. le rythme du film. Je trouve Très intéressant. le début est très rapide. L'exposition des personnages, le pourquoi du comment ils vont faire ça. Ça va très vite, ça prend quoi, 20 minutes. Derrière, en fait, tout l'acte 2 est très lent, je trouve. Et pas un lent qui prend son temps, pas un lent à la Denis Villeneuve, tiens, par exemple, où ça prend son temps, c'est très contemplatif. Là, je trouve que c'est un lent, mais un lent qui se perd tout seul, en fait. Il y a des trucs qui sont déjà, comme on dit, au bout d'1 heure de film, qui rentrent dans l'espèce de grotte où il y a les écrits qui vont lui permettre de parler. Ensuite, tu as bien 20 bonnes minutes avant qu'il ait une interaction avec quelqu'un. Je trouve ça très lent, en fait. Le film aurait gagné à perdre 20 minutes. Je pense aussi. Vrai, c'est sur là, en fait, où moi, je vois qu'il a vraiment vieilli. Mais dans l'ensemble, non. C'est un film, on peut le revoir maintenant. Il y a pas mal de codes qui sont encore d'actualité, donc c'est pas un problème. Et ne serait-ce que l'effet de la Stargate quand elle est allumée et qu'il y a cette espèce de mercure qui remplit le trou du Donuts, c'est très très bien fait. Enfin, mais c'est vieillot, mais après c'est pas dérangeant, Ouais, quoi. mais regarde, quand tu as regardé la série Stargate SG1, cette espèce de quand tu vois pas l'explosion, mais tu sais, ça fait tu vois que ça sort de la Stargate pour revenir à un état plus calme. Cet effet-là, il est vraiment cool. Et tout au long de la série, même dans le film, moi j'ai trouvé ça sympa. Parce que ça réveille la fibre nostalgique, je pense aussi. oui. Mais je trouve ça bien fait, même quand il passe à travers et tout. Ça me dérange pas. L'effet de morphing est vraiment cool. Oui, pour moi c'est pareil. Hein, vraiment, j'avais plus peur que ça. Et au final, ça glisse un peu tout seul. Alors, un dernier truc dont j'aimerais parler, ce serait de la musique. Parce que on a de la musique dans ce film de David Arnold. Mais tout le long du film, et peut-être que c'est ma génération qui connaît peut-être un peu moins les films des années 90, et du coup j'ai l'impression que ça se répète un peu, mais pour moi j'entendais du... Oh, ça va être bien ça. Oh, ça va être bien si j'oublie des noms importants. Attendez, j'arrive. Ah d'accord, moi je crois que c'est vraiment un truc... Oui, moi aussi. Tout le long du film, j'entendais des... Oh, ça va être bien ça. C'est comme si le mec disait la musique commence bien, ça sent épique, et il y a un petit blocage. Il y a un petit ratage. Je n'ai fait qu'entendre du John Williams. Ça ne m'a tellement pas marqué, les musiques de ce film m'ont tellement pas marqué que je ne saurais quoi te dire en fait. Alors, il a fait quoi John Williams pour contextualiser? Star Wars. Pour moi, c'était que des musiques de Star Wars dans le film. J'avais l'impression d'entendre la marche impériale, d'entendre d'entendre toutes les musiques de Star Wars. C'était très étrange comme expérience. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est musique standard de film épique, un peu SF. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a un style que j'ai reconnu parce que j'ai l'impression que dans la série, ils en ont gardé quelques-uns. Oui, c'est le même compositeur. Le même voilà, et puis le Mind Theme, ça a l'air d'être le même. Mais oui, je suis d'accord. Moi, la musique m'a pas plus marqué que ça, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. Vous avez peut-être des trucs dont on n'a pas pu parler encore? Non, ça va. Après, je garderai 2-3 bricoles pour ma conclusion. Pareil. Très bien. Et je suppose que nous pouvons conclure à présent sur Stargate. Je vais demander à Olive de conclure. Yes, c'est un très bon film, vous pouvez y aller si vous ne le connaissez pas sans hésiter. On a juste avant parlé un peu des effets visuels et hormis 2-3 trucs qu'on vieillit, ça passe vraiment crème. Quelques longueurs dans la deuxième partie, ça aussi ça a été énoncé par Kev. Il y a des choses qui sont un peu téléphonées, genre par exemple dans cette deuxième partie de film où ils arrivent dans la tribu, etc. et que la fille du chef donnait à Jackson parce qu'il pense que les tribus pensent que c'est la réincarnation du dieu Ra, l'emmène dans une grotte où il y a des vieilles tablettes, etc. Et dans cette grotte-là, il va tomber pile sur les tablettes qui permettent de réactiver la Stargate dans l'autre sens pour entrer chez eux. Ça va vite, tu vois, il n'y a pas de... Hormis 2-3 petites choses comme ça, c'est un bon film,
très ancré dans son époque, mais en soi, c'est pas spécialement un défaut. Donc, je vais faire court et simple pour une fois. Non, c'est un bon film et allez-y sans hésiter si vous ne le connaissez pas. Ah, et oui, et je connais pas la série parce que j'ai jamais vu, j'ai jamais regardé la série, en tout cas Stargate SG1. Mais globalement, si vous connaissez la série mais pas le film, c'est la préquelle de la série. Si j'ai bien compris, c'est un peu l'épisode 0 de la série qui commencerait peu de temps après la fin du film original, qui a donné lieu après à la série. Voilà, c'est tout. D'accord. Kevin, après toi. Bah, je vais faire simple et court. C'est un bon film qui a pas, comme on l'a dit là depuis 5 minutes, Olivier l'a bien dit et nos pré-conclusions aussi, ça a plutôt bien vieilli. Quelques longueurs, moi ça me fait toujours plaisir de voir un film avec Kurt Russell et James Spader, parce que c'est deux acteurs que j'apprécie énormément. Et voilà, moi je vous le conseille, hein, si vous voulez voir un bon truc de SF qui est pas trop prise de tête et qui est plutôt pas mal, hein. Ça a donné la base, oui, à la série. Moi, j'ai regardé quelques épisodes parce que ça passait à la télé, mais j'étais pas un fan inconditionnel de ça, mais ça respecte les codes, et en fait, ça respecte les codes d'un film de SF. Tout simplement, il y a un début, il y a une fin. Ça respecte le code des films. Oui, il y a un début, il y a une fin. c'est vrai, mais de la SF aussi parce qu'ils sont pas sur Terre. Mais non, en vrai, allez-y, hein. Et puis voilà, les acteurs jouent jouent juste, que ça soit. J'ai un peu de mal avec le jeu des militaires américains, mais bon, c'est pas très grave, c'est typique des années 90, donc c'est tout smooth. Donc moi, je vous le conseille sans aucun problème. Et toi, V? Très bien, très bien. Eh bien, j'ai envie de dire, je vais pas tergiverser plus longtemps parce que je suppose que certains en ont ras-le-bol du podcast à cette heure-là. Ah, d'accord. Mais du coup, je vais raccourcir mon discours. C'est un très bon film, c'est très bien, allez le voir et vous passerez un très bon moment, c'est du SF, sans plus, sans moins, c'est très bien. Et j'ai envie de me dire que c'est du SF qui est autant que des films comme Star Wars ou Star Trek, c'est une SF qui est quand même ancrée assez dans la pop culture, à son niveau bien sûr, mais je suis sûr que si vous ne l'avez pas vu, vous avez déjà entendu parler de Stargate et que vous connaissez déjà plus ou moins le principe de Stargate, donc allez-y, et c'est vraiment très bien. On peut s'arrêter là, je pense, pour l'idée. cet épisode 47 de Faites entrer le film. Exactement, 47. On vous souhaite une très bonne continuation à tous, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas Le film de la Ouais, semaine et prochaine. annonce qu'on va faire la semaine prochaine quand même. Oui, s'il te plaît. J'avais oublié ce petit détail. Je savais qu'il allait Alors- merder à un moment donné. Je savais. Ah, mais moi je trouve Ça qu'il a va, j'ai bien bien géré, géré il avait aujourd'hui. son plan et tout, c'était fluide, hein. Oui, c'était très bien, mais à un moment donné, il fallait qu'il se plante. Il a réussi à dire 47 au début, donc il fallait qu'il se plante sur la fin. Donc, je sais à quel point vous aimez les films de merde avec des masques verts. Oui. Du coup, C'était un film de merde, hein. la semaine prochaine, nous allons faire Green Lantern avec Ryan Reynolds. Oh putain, ça c'est vraiment de la merde aussi. Oh putain. Bien. Ah, Ok. c'est avec le premier film de super-héros, non? Je crois. On a fait Ouais. Justice League, c'est super méchant. Ouais, Gentleman Extraordinaire. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Non, on n'a pas fait Justice League, on avait fait Suicide Squad. Ouais. Ouais, Ah c'est oui, c'est ça, pareil. C'est pareil, c'est de la merde. Oui. Euh, Donc voilà, la semaine prochaine, Green Lantern. Yeah. En attendant, Très bien. abonnez-vous, n'hésitez pas à like, à faire un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Partagez à vos amis, à votre famille, parce qu'apparemment ça se fait chez nous. Et en attendant, portez-vous bien, passez une excellente semaine, et on se donne rendez-vous à la prochaine. À Des la bisous. semaine prochaine. À la Salut, semaine bisous. prochaine. Salut. Constantine. Plouf.